Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un point sur l'économie américaine et voir ce que je surveille sur cette économie et ce qui pourrait me permettre de générer des signaux d'alerte sur les marchés financiers. Alors je rappelle, ce n'est pas du conseil boursier, c'est je partage mon opinion pour vous donner mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je vous invite à lire cet avertissement qui est important. Alors sur ce graphique, alors vous avez vu, j'ai mis un titre assez important, j'ai mis alerte rouge sur les marchés, la chute des taux d'épargne sonne le premier signal d'alarme financier. Alors quand on regarde ce graphique, le graphique montre l'évolution du taux d'épargne personnel aux États-Unis de 2015 à début 2024, et on observe des fluctuations notables, notamment une forte augmentation au début de l'année 2020, suivie de pics très élevés, puis une chute marquée. Alors tout ceci a des explications, on va essayer de les comprendre et de les expliquer. Alors déjà, on a eu le pic élevé en 2020 de la pandémie de Covid-19. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fin de compte, c'est l'augmentation drastique en 2020. Enfin, c'est comme ça, hein, l'augmentation drastique en fin de compte en 2020 peut être attribuée aux impacts économiques de la pandémie de la Covid-19. Pendant cette période, vous en souvenez, de nombreuses personnes ont réduit leurs dépenses en raison des confinements et des incertitudes économiques, augmentant ainsi leur propre épargne. À ce moment-là, vous vous en souvenez aussi, aux États-Unis, on a eu les aides gouvernementales. Alors, les diverses mesures de soutien financier telles que les chèques de relance envoyés aux citoyens américains ont également contribué à cette hausse en fournissant un revenu supplémentaire que beaucoup ont choisi d'épargner en raison de l'incertitude. Ça, c'était un élément aussi important qui a généré ce pic élevé en 2021. Puis on a eu la chute après 2020 et ça, c'était lié un peu à la réouverture de l'économie, ce qui est normal. Avec la levée progressive des restrictions liées à la pandémie et à la réouverture des entreprises, les gens ont recommencé à dépenser plus, ce qui a entraîné une baisse des taux d'épargne. Donc tout ça, c'est lié aussi aux adaptations aux nouvelles conditions économiques, hein, bien sûr. À mesure que l'économie se stabilisait et que l'emploi reprenait, les individus ont ajusté leur comportement tout simplement d'épargne à des niveaux plus normaux. On a eu des fluctuations aussi suivantes sur le graphique, c'est les réactions en fin de compte aux stimuli économiques et politiques qu'on a eu dernièrement. Alors les variations qui suivent peuvent être influencées par des facteurs tels que le changement dans les politiques économiques, hausse des taux d'intérêt, réduction du bilan de la Fed ou augmentation du bilan de la Fed, quantitative easing, bref, les conditions du marché du travail et bien sûr le niveau de confiance des consommateurs. Puis on a eu la chute récente en 2024. Alors là, c'est plus lié aux normalisations et facteurs économiques actuels qui s'explique par la baisse récente. En fin de compte, la baisse récente pour indiquer en fin de compte une normalisation supplémentaire ou répondre à des questions, à des conditions économiques spécifiques comme les taux d'intérêt, l'inflation ou d'autres facteurs macroéconomiques impactant le revenu disponible et les comportements d'épargne en fin de compte de ces ménages. Donc voilà, c'est des éléments qui sont quand même assez intéressants. Et puis on voit qu'on est vraiment sur des niveaux extrêmement bas maintenant du taux d'épargne. Donc c'est extrêmement inquiétant. Alors, on a une consommation élevée et un investissement réduit en fin de compte. Lorsque les taux d'épargne sont bas, cela signifie que souvent les consommateurs dépensent une plus grande partie de leurs revenus. Cela peut stimuler bien sûr la croissance économique à court terme, mais une augmentation de la consommation par une augmentation de la consommation en fin de compte. Mais il faut être prudent quand même parce que toutefois, si ces tendances se prolongent, elle peut réduire les investissements dans les actifs productifs, ce qui est essentiel pour la croissance économique soutenue à long terme. Et puis on a la vulnérabilité aussi au choc économique. Un faible taux d'épargne signifie que les ménages ont moins de réserves financières pour faire face aux urgences ou aux pertes de revenus. Cela les rend plus vulnérables au choc économique, tels que les pertes d'emploi ou les crises financières. Ce qui peut conduire à des réactions en chaîne négatives sur les marchés financiers si un grand nombre de personnes se retrouvent dans l'incapacité de payer leurs dettes ou leurs crédits. On a l'augmentation de l'endettement aussi pour maintenir leur niveau de vie en l'absence d'épargne suffisante. Les ménages pourraient s'endetter davantage. L'augmentation de l'endettement, surtout si elle s'est concentrée dans des crédits à la consommation ou des prêts hypothécaires risqués, peut créer des bulles financières et augmenter le risque des défauts, menaçant ainsi la stabilité des institutions financières. C'est un peu ce qu'on vit, les bulles sur les marchés, les gens achètent en levier, c'est un peu ce phénomène qu'on a actuellement. Partout sur l'économie, l'immobilier, on a des bulles un petit peu partout. Puis on a la sensibilité au taux d'intérêt. Avec des niveaux d'épargne faibles et des dettes élevées, les consommateurs deviennent plus sensibles aux augmentations des taux d'intérêt.
Une hausse des taux pourrait augmenter le coût d'emprunt, réduire la capacité des consommateurs à dépenser et impacter négativement les marchés financiers. Et puis aussi, on a l'impact sur les investissements en actions et autres actifs. Alors ça, c'est différent, c'est quelque chose d'important aussi. Un faible taux d'épargne pourrait influencer le volume d'argent disponible pour être investi dans les marchés financiers, notamment dans les actions, les obligations et d'autres actifs financiers. Cela pourrait réduire la liquidité sur les marchés et augmenter la volatilité. Ah oui, il faut bien comprendre que ceux qui ont investi massivement il y a 2 ans, 3 ans, ben, ils ont déjà investi. C'est comme l'immobilier. Quand vous achetez votre résidence principale, vous l'avez acheté. Vous n'allez pas en acheter une tous les ans. On va regarder un autre élément qui est important. C'est sur ce graphique, vous voyez, il montre une nette augmentation de la dette sur les cartes de crédit aux États-Unis, atteignant un sommet historique de 1,13 milliard de dollars au 4e trimestre 2023. Cette hausse soudaine peut être attribuée à plusieurs facteurs et elle présente des risques spécifiques pour les marchés financiers qu'on va étudier. Alors, la raison de la hausse de la dette sur les cartes de crédit, ben, bien sûr, c'est une augmentation des dépenses de consommation, bien sûr. Après des périodes de restrictions ou les incertitudes économiques comme celle due à la pandémie de Covid-19, les consommateurs peuvent se sentir plus confiants et augmenter leurs dépenses. Souvent financées par du crédit d'ailleurs, notamment en raison de l'amélioration de la situation économique ou de réponse aux stimuli économiques. On a aussi l'inflation. La hausse des prix des biens et des services peut contraindre les consommateurs à s'endetter davantage pour maintenir leur niveau de vie en fin de compte. Une inflation élevée réduit le pouvoir d'achat, ce qui peut entraîner une augmentation de l'utilisation du crédit pour financer les dépenses quotidiennes ou l'achat d'un nouveau véhicule par exemple. On a les taux d'intérêt bas aussi. Alors, des périodes de taux d'intérêt historiquement bas, comme celles récemment observées entre les années 2000, 2009 et maintenant, enfin maintenant ça a augmenté depuis 2 ans à peu près, rendent l'emprunt plus attractif car le coût du service de la dette est réduit en fin de compte. Cela peut encourager à la fois les consommateurs et les entreprises à recourir davantage au crédit. C'est pour ça qu'on a vu énormément d'entreprises, après la crise financière, emprunter énormément d'argent et puis faire du rachat d'actions et tout, l'argent couler à flot. On a aussi le marketing agressif et les offres de crédit. Alors les institutions financières peuvent intensifier leurs efforts marketing pour offrir des crédits à la consommation, incluant des promotions telles que des périodes sans intérêt, des limites de crédit augmentées ou des récompenses liées aux dépenses, ce qui peut inciter les consommateurs à accumuler plus de dettes. Alors tout ça, bien sûr, ça génère des risques sur les marchés qu'il ne faut pas négliger. Alors on a le premier risque qu'on pourrait avoir sur les marchés. Oh, je reviens, je me suis trompé voilà, excusez-moi. Alors on a les risques bien sûr sur les marchés financiers, il y a des risques importants comme le risque de défaut accru. Une hausse de la dette sur les cartes de crédit peut augmenter le risque de défaut, surtout si l'économie ralentit ou si les taux d'intérêt augmentent soudainement. Les défauts sur les cartes de crédit peuvent entraîner des pertes significatives pour les banques et les émetteurs de crédit, ce qui pourrait déstabiliser les institutions financières concernées. On a aussi bien sûr l'impact sur la stabilité financière. Une accumulation rapide de dettes peut menacer la stabilité financière globale dans son ensemble, en particulier si une grande partie de cette dette est concentrée chez des emprunteurs ayant une cote de crédit inférieure ou chez ceux qui sont déjà fortement endettés. On a la réduction de la consommation future. Si les consommateurs doivent allouer une part croissante de leurs revenus au service de leur dette, cela pourrait réduire leur capacité à dépenser à l'avenir, ce qui aura un effet négatif sur la croissance économique globale. Et on a aussi la sensibilité au choc économique. Avec des niveaux de dette élevés, les consommateurs deviennent plus vulnérables au choc économique, tels que la perte d'emploi ou une autre récession, ce qui pourrait entraîner une réaction en chaîne. Alors, une réaction en chaîne, c'est extrêmement négatif parce que ça affecterait non seulement les marchés financiers, mais aussi l'économie en général. On est vraiment face à un double danger. Alors, pourquoi cette situation est explosive? Alors, tout d'abord, on a un double danger parce que l'épargne, on a d'un autre côté l'effondrement de l'épargne et d'un autre côté la flambée des dettes sur les cartes de crédit. Alors, on a
la réduction de la résilience financière des ménages, en fin de compte. Avec une épargne réduite, les ménages ont moins de coussins financiers pour faire face aux urgences, aux perturbations économiques. Cela les rend extrêmement vulnérables aux chocs économiques futurs, qu'il s'agisse d'une hausse des taux d'intérêt comme on connaît actuellement, d'une récession peut-être à venir, ou de perturbations sur le marché de l'emploi. On voit que le marché de l'emploi aux États-Unis est historiquement bas, mais a tendance à vouloir rebondir. L'augmentation du risque de défaut de paiement, c'est aussi important. L'escalade rapide des dettes sur les cartes de crédit augmente le risque de défaut, en particulier si l'économie ralentit en phase de récession ou si les taux d'intérêt augmentent, ce qui est le cas aujourd'hui. On voit que l'économie, on a des taux d'intérêt très élevés et que la croissance des PIB n'est pas extraordinaire, c'est plutôt mollasson. Des taux d'intérêt, des taux de défaut, je veux dire, plus élevés pourraient avoir des répercussions graves sur les institutions financières, potentiellement provoquant des crises de liquidité et affectant la stabilité même du système financier. Alors, les conséquences sur la consommation future, alors que les ménages s'efforcent de rembourser leurs dettes croissantes, leur capacité à consommer sera réduite. Cela pourrait entraîner un ralentissement économique car la consommation est un moteur clé de la croissance économique aux États-Unis et elle représente 70% du PIB américain. Et puis bien sûr, on a un effet boule de neige, la combinaison d'une épargne insuffisante et d'une dette élevée peut créer un effet boule de neige où les difficultés financières des ménages entraînent une baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs, réduisant ainsi les dépenses et les investissements. Cela pourrait aggraver davantage la situation économique déjà tendue. C'est pourquoi sur les marchés, je surveille activement le chômage et la consommation des ménages. Ça va être deux indicateurs clés en statistique économique qui vont me permettre d'anticiper un retournement de marché sur le moyen terme. Un autre indicateur qui m'intéresse, c'est ce graphique. Ce graphique représente le ratio Shiller-PE du SP500. C'est un indicateur financier créé par Robert Shiller pour évaluer la valorisation du marché, du SP500. Ce ratio prend en compte les bénéfices ajustés sur 10 ans pour réduire l'impact des fluctuations cycliques. On va regarder en détail cet indicateur. Le niveau actuel, il est intéressant parce que le ratio actuel indiqué est de 33,90, ce qui est historiquement élevé par rapport à la moyenne qui était environ de 16 selon le graphique précédent. Si on compare l'historique, les pics historiques notables sont visibles avant le krach de 1929, juste au-dessus de 30, et avant l'éclatement de la bulle Internet en 1999-2000. Et le ratio se trouvait à 44,19. Et juste avant la crise financière de 2008, autour de 27. Le niveau actuel est supérieur à ces deux périodes, ce qui suggère que le marché est fortement valorisé. Si on me devait demander une échelle sur 20, étant donné l'importance de ces niveaux historiques, on pourrait donner une note élevée sur une échelle de 20 pour indiquer le degré actuel de valorisation. Enfin, une note autour de 17 à 18 sera appropriée. Cela indique que le marché est proche de ces niveaux de valorisation les plus élevés historiquement. Alors bien sûr, il est important de noter que ce ratio n'est pas un indicateur prédictif précis des mouvements de marché, mais il montre une perspective générale de la valorisation du marché à long terme. Un autre indicateur qui m'inquiète, c'est bien sûr le Nasdaq qui porte les marchés via les 7 magnifiques et bien sûr les grosses capitalisations américaines qui atteignent des niveaux astronomiques. Ici, c'est la courbe du Nasdaq entre 2020 et 2022. On voit qu'on a eu cette forte hausse et en dessous, c'est le RSI en mensuel. Et on voit que cette forte hausse a généré une forte baisse entre 2021 et 2022 qui était visible, anticipable grâce à cette divergence sur le Nasdaq. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans une bulle encore plus forte puisqu'on voit que le Nasdaq a corrigé en 2021-2001, il a rebondi fortement, il fait une vague, deux vagues, peut-être une troisième vague, et on voit que ce plus haut par rapport à celui-là diverge par rapport au RSI. Donc on a une énorme divergence sur le RSI, alors même que le RSI se trouve proche du niveau des 70. Une rupture de cette ligne verte ici pourrait générer un fort mouvement baissier en direction des 50 et voire en dessous. C'est un signal d'alerte. Quand on décompose le mouvement du Nasdaq sur une longue période,
On a vu qu'après la bulle Internet qui se trouve ici, on a eu un mouvement ABC correctif qui a généré une reprise d'un grand cycle économique haussier de type parabolique. Entre le plus bas de 2001 et le plus haut des années 2007-2008, on a effectué une grande vague haussière, un premier cycle, qui a été suivi d'une correction de type vague 1-2. Deuxième vague baissière, une deuxième, première vague, puis une vague baissière en consolidation ABC. Cette vague a généré le point bas de la crise des subprimes en 2008 pour générer ensuite une explosion du marché via trois grandes vagues, une correction, une deuxième vague, une correction, une troisième vague, avec un potentiel de marché qui a atteint le 1500% sur le Nasdaq depuis le point bas de 2008. Puis, suite à la formation de cette deuxième vague, on a eu une vague corrective, la vague 3-4, avec un mouvement correctif en vague ABC qui a généré le point 4 du mouvement parabolique que nous voyons. Et actuellement, nous sommes dans le dernier grand mouvement haussier du Nasdaq via des vagues secondaires, une première correction, deuxième correction, et la dernière vague qui pourrait aller à 20 500 points et peut-être même générer un pic à 23 000 points. Pour générer ensuite une vague corrective ABC de potentiel baissier de moins 30 à moins 50% sur l'indice Nasdaq. Je rappelle qu'une poussée à 23 000 points sur le Nasdaq représenterait par rapport au creux de 2008, il n'y a pas si longtemps que ça, une progression de 3 000% sur l'indice, soit du double par rapport au plus haut historique de 2021. Donc, si nous devons aller à 20 500 points, qui est mes seuils, cette zone rouge, c'est une zone rouge que j'ai déterminée par rapport à des statistiques, à de l'analyse technique, et cette zone rouge me permet de dire que si on rentrait dans cette zone, on serait à l'aube d'une grosse correction sur l'indice Nasdaq et qu'on casserait ce grand cycle parabolique que nous avons eu depuis les années 2000. Donc la question c'est, est-ce qu'on va partir en baisse maintenant et aller chuter, rejoindre les plus bas de 2020, qui ne sont pas si vieux que ça? Je pense qu'il faut s'attendre quand même à une dernière vague haussière. Nous pourrions avoir une correction de 15%, 10 à 15% sur l'indice Nasdaq, puisque sur ce mouvement-là, ce mouvement haussier, on a eu une correction, et cette correction me permet de déterminer une zone de prise de bénéfice de ce mouvement-là. Donc je suis dans une zone où il faut s'alléger de l'indice Nasdaq, et beaucoup d'institutionnels le savent. Donc je m'attends à une correction de la Nasdaq qui peut descendre jusqu'à 15 500 points, pour ensuite revenir générer une dernière poussée vers cette zone rouge. Pourquoi cette poussée? Parce que tout simplement, ceux qui ont raté la hausse du marché vont profiter de ce moment-là. Et puis regardez, on a cassé le plus haut de 2021. Ça sert de support. Toute cette zone-là ici sert de support et générera des forces acheteuses. Donc je m'attends à une baisse de 10 à 15% pour aller peut-être reprendre 30% en fin d'année grâce aux élections américaines. Si Trump est élu, par exemple, on pourrait avoir cette folie acheteuse avec les marchés. Mais dans cette zone-là, je quitterai définitivement les achats, je cesserai d'acheter les marchés, car je me préserverai d'une grande correction qui pourrait être validée par une tête à épaule inversée, avec une ligne de coût qui serait sur les 15 500 points et un pic qui pourrait nous ramener dans cette zone verte qui correspond au plus bas de 2020. Nous étions en 2020. Nous étions là et l'économie ne s'est pas améliorée sur cette période de boost du marché. L'économie, à la rigueur, on a eu des taux d'intérêt qui ont monté, mais il n'y a rien de merveilleux. C'était plus merveilleux ici quand les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc là, ici, ce n'est pas une hausse saine en fin de compte. C'est plus de type bulle. C'est plus un phénomène de l'IA en fin de compte. Mais l'économie est moins bonne ici qu'elle l'était là quand on battait des records. Et la situation économique et géopolitique, guerre en Ukraine, guerre entre Israël et Gaza, tension avec l'Iran et le Hezbollah au Liban, la Chine, tension avec les États-Unis, voilà, les Philippines avec la Chine, le Japon, tout ça. Donc voilà, donc on n'est pas dans des conditions optimum. Autant ici, on pouvait encore pousser parce que tout était idéal dans le meilleur des mondes, et puis on a vu une simple hausse des taux d'intérêt a fait effondrer les marchés. Donc qu'est-ce qui a fait monter ce marché?
puisque la croissance reste molle, elle n'est pas énorme. La dette des États-Unis est tout simplement astronomique, la dette des États-Unis, et elle coûte énormément cher. On a des guerres actuellement qu'il faut financer, donc voilà, c'est extrêmement inquiétant. Donc je suis plus à me dire, il faut quand même s'alléger là, même si on veut aller là. Il est prudent pour moi de récupérer son capital sur les actions investies sur les marchés financiers et de ne conserver que les bénéfices investis, ce qui vous permettra d'avoir des actions avec un prix de revient à 0 €. Ainsi, si jamais le marché voulait encore monter, vous profiterez de la hausse avec vos bénéfices et vos actions au PRU de 0. Et si jamais il venait corriger de moins 10 à moins 15%, il sera intéressant de pouvoir tenter à nouveau des achats à bon prix en revenant avec son capital pour aller espérer un nouveau plus haut historique et chercher les 20 500 points. Les 20 500 points, les 20 000 points, 20 500 points, c'est vraiment un niveau extrêmement critique. Je doute qu'on puisse aller à 23 000 points, mais dans mes projections statistiques et économiques, c'est quand même possible. Donc soyons prudents. Mais dans cette zone-là, c'est la zone qui générera un échec à la hausse des marchés, un peu comme celle-ci, mais ce sera beaucoup plus violent que la baisse que l'on a eue là. On aura l'éclatement de la bulle. Donc à surveiller de près. N'oublions pas la divergence sur les RSI en plus. Donc le mouvement qu'on pourrait anticiper sur le marché, c'est un peu plus ce mouvement-là. Je m'attends plus à un... Sur ce mouvement-là, on a eu cette première vague, consolidation, deuxième vague, à une consolidation sur cette vague ici, là, ce niveau-là, qui correspond en fin de compte à un repli sur une vague de Wolf, et qui permettrait de terminer cette vague 5 qui n'est composée actuellement que de 2 vagues haussières. Donc pour terminer cette vague, il serait possible d'avoir une dernière vague haussière qui se terminerait par le point 5 à proximité des 20 000, entre 20 000 et 23 000 points Dow Jones, Nasdaq, ce qui veut dire une poussée à peu près de 30% par rapport au point bas ici, proche des 15 500. Ensuite, une fois qu'on aura eu ce mouvement, si ce mouvement se produit, ce n'est pas dit, hein, mais je ne pense pas qu'il faille acheter ces niveaux-là pour viser ce niveau. Je pense qu'il faut plus s'alléger sur ce niveau-là pour revenir acheter après une correction et tenter ce niveau-là. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé cette cinquième vague, on va rentrer dans une correction de ce grand cycle haussier, ce grand cycle haussier de 3 vagues, 1, 2, 3, pour générer un mouvement ABC qui correspond à une correction de ce grand mouvement que l'on voit ici, ABC. Ici, nous sommes sur une échelle logarithmique. Vous voyez que la baisse ne serait pas énorme comparée au crack des années 2000 Internet et qu'on resterait encore largement au-dessus des plus hauts de la bulle Internet. Donc un retour dans cette zone-là serait un minimum pour moi et un pic baissier, phénomène de crack, de manque de liquidité, pic baissier pourrait générer un pic baissier à proximité des 7500 points. C'est mon scénario, c'est ce que j'anticipe pour les années à venir. Donc voilà, donc je pense correction cette année, on va avoir une correction de la hausse. N'oublions pas qu'on a fortement progressé ces derniers temps. Puis rebond technique, si on cassait les plus hauts, on pourrait aller vers les 20 000 points. Et ensuite, quand on rentrera dans cette zone rouge, j'en parlerai à mes abonnés à ma communauté Facebook Trader Pro, je referai des vidéos, ben je surveillerai des signaux vendeurs long terme pour jouer une grosse correction sur les indices. Alors cette correction, on l'a vu tout à l'heure, les baisses qu'on peut... Hop là, je reviens en arrière. C'est moi. Les baisses qu'on peut avoir, voilà, c'est une baisse de 15% ici pour un potentiel de 30%. Mais les baisses, c'est 30%, ce sera un minimum. Si on rentre dans cette zone rouge et qu'on termine cette dernière vague, ce sera une baisse de 30% minimum et certainement 50% de baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair sur les marchés. On est quand même sur des niveaux extrêmement élevés. On surveille bien sûr la consommation des ménages et le chômage. Une forte hausse du chômage et une chute de la consommation des ménages confirmerait mes inquiétudes sur le crédit des ménages et bien sûr l'épargne des ménages qui a fondu comme neige au soleil. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.